première réunion d'information. Je ne sais pas si comment je fais ça. Et a été ajouté économique. Est-ce que tu penses? OK. Là, il faut que tu aies le son. Attendez-le, parce que là, on n'entend pas. C'est bon. Bon, là, on parle pas en double? Je parle en double. Des fois, d'autres choses. Vas-y. Non. Mais si Sergei il fait juste ouvrir son micro, puis toi, tu le Oui, fermes. ça pourrait Oui, mieux. ça va fonctionner, ça. Vas-y. Je ferme mon truc. OK, là, ça fait plus de son en double? Non, Non, c'est bon. parfait, c'est bon. Good, je retourne au PowerPoint. Y a-t-il là qui peut Ok, c'est bon.
Donc, c'est ça pour ce point-là. L'autre, ça aussi, c'est de quoi qui est assujetti aux personnes à voter. Fait que c'est vraiment tout le monde là, dans la municipalité qui est concerné par cette modification-là. Disposition supplémentaire pour les garages attenants. On est venu un peu rendre ça plus sévère au niveau de l'implantation, parce qu'avant, un garage qui était attaché à la maison pouvait être à 3 mètres d'une limite de propriété. À ce on fait juste dire qu'il faut que ça respecte la grille des usages. Fait que si ta grille des usages dit que dans cette zone-là, la maison doit être à 7 mètres, mais le garage attaché doit être à 7 mètres aussi. Ici, on a une disposition pour les appareils de climatisation en thermopompe. On est rajouté génératrice à cette énumération-là. Puis on a aussi rajouté de quoi sur les niveaux sonores pour les climatiseurs puis les thermopompes, soit un maximum de 60 décibels. On est venu rajouter des nouvelles nouveaux avant, il ne faut pas que ce soit visible de la rue. C'était un petit peu ça l'idée pour les bonbonnes puis les réservoirs. Encore une fois, assujetti aux personnes habiles à voter. Modification des règlements sur les piscines. Donc, le gouvernement du Québec avait revu un peu le règlement sur la sécurité des piscines résidentielles. Nous autres, on s'est juste harmonisé là, à ce règlement-là. Encore une fois, c'est assujetti aux personnes habiles à voter. Étonnant. C'est étonnant, oui. Mais c'est comme ça. On est venu assouplir un peu la réglementation pour les abris d'auto, les abris tempo. Fait qu'avant, il fallait que ce soit à 2 mètres de la ligne avant du terrain, fait que ce soit du trottoir, de la rue ou peu importe, là, enfin de l'emprise de la ville. Maintenant, on a dit que c'est à 0,5 mètres. Souple. On est venu modifier le nombre minimal de cases de stationnement pour les logements dans le périmètre urbain. Fait qu'avant, c'était un genre de calcul qui ça fonctionnait en fonction du nombre de chambres qu'il y avait dans un bâtiment. Fait que le nombre minimal, mettons, ça pouvait vite monter à 3, 4 cases et plus en fonction du nombre de chambres. Fait qu'à ce temps, on a juste dit 2 cases par logement. On est venu aussi modifier un petit peu des normes là, pour les stationnements pour des véhicules électriques. Là, fait que ça veut dire que pour les bâtiments de 4 logements et plus, c'est que les multifamiliales, il y a maintenant la nécessité de prévoir des bornes électriques. On parle des nouvelles constructions. Les nouvelles constructions. On est aussi venu rajouter un principe de stationnement à vélo. Fait qu'en fonction de la construction de multifamiliales, encore une fois, les personnes devront prévoir d'avoir des stationnements à vélo à l'intérieur. Fait que soit d'avoir des remises, mettons, ou de quoi pour ça. Même affaire pour l'usage commercial. Ça va aller en fonction de la superficie de plancher, le nombre d'espaces de stationnement qui va être nécessaire. Là, on parle pour des bâtiments commerciaux de support à vélo d'or. Ça, c'est un gros morceau. On est venu rajouter un chapitre complet sur l'éclairage. Le but de ça, là, je pense que vous voyez le petit dessin en bas là, avec des zones A, B et C. Fait que la zone A, c'est tout ce qui est clair vers le ciel. La zone B, c'est tout ce qui est clair vers l'horizon. Puis la zone C, c'est ce qui est clair vers le bas. Puis qu'on vient de dire qu'on autorise juste l'éclairage C, fait qu'il est vers le bas. Fait que ça, c'est la partie importante là, de ce chapitre-là. Après ça, on vient faire quelques exceptions. Piscine et spa, tu n'as pas le choix d'éclairer ça vers en haut. C'est juste, par contre, qu'on demande que si vous n'utilisez pas le spa, de ne pas le tenir ouvert, mettons. Là. C'est la même affaire. On a des exceptions pour les terrains de sport aussi. Fait que le reste du chapitre, c'est plus pour dire les exceptions, disons, des travaux, mettons. Pour Noël aussi, là, les lumières pour Noël. Fait que c'est principalement ça. On parle aussi de la couleur de la lumière. Fait que ça, on veut que ça soit du 2200 degrés Kelvin. Encore une fois, après ça, on a un certain assouplissement en fonction de l'usage. Fait que si c'est un usage commercial, genre une station-service, ben là, ça peut être plus bleu, finalement, comme lumière.
Fait que c'est une autre disposition qu'il y a dans le chapitre sur les éclairages. On a aussi une disposition pour les futures serres qui veulent faire de l'éclairage de façon permanente, qui viennent recouvrir, fait que ça soit pas visible là, de l'extérieur qu'il y a de l'éclairage. Ça ressemble pas mal à ça. Il y a aussi, là, on ne le voit pas sur le PowerPoint, mais sur le proche. Parce que, on a adopté le premier projet de règlement. Sur le deuxième, c'est 31 décembre 2021, fait que les propriétaires d'ampoules qui sont trop froides, finalement, il va falloir qu'ils les changent pour des ampoules plus chaudes. Ouais, c'est vraiment le tour pour les règlements sur les lumières. Encore une fois, c'est de quoi qui est assujetti aux personnes habiles à voter dans toutes les zones. J'ai un petit point que j'aimerais clarifier. Ouais. Pour ce qui est de, on a parlé de l'éclairage comme tel, là, la force de la lumière, mais la projection de la lumière soit vers le bas. C'est vers le bas. Ça aussi, la contrainte du 31 décembre 2025 s'applique? Ou c'était Oui. pas? OK. Oui. C'est juste pas. Dans le fond, c'est tout pour ça. Il ne va pas avoir de droits acquis, mettons, Exact. OK. Ben pour ça. Alors, ça, c'était en réponse à un commentaire qu'on avait reçu Mhm. dans la première réunion. Après ça, on a des dispositions pour les stations-service. On est juste venu rajouter une norme au cas où il y a dans la même thématique pour la gestion des eaux, mais là, des eaux pluviales. On est venu modifier l'article 198 pour préciser aussi que l'article vise les puisards puis les fosses. Dans le fond, l'idée, c'est juste que les nouvelles constructions à l'intérieur du périmètre urbain ne peuvent pas évacuer directement à l'égout sanitaire toute eau qui de ruissellement. Fait que ces articles-là, le but, c'est quand il y a une nouvelle construction, que les personnes doivent un peu plus réfléchir à leur gestion de l'eau de ruissellement. Fait que c'est la gestion qui provient de toutes les surfaces imperméables, surtout du bâtiment principal, mais ça peut être aussi des stationnements dans certains cas. Fait que l'idée, c'est quand on a une maison, il faut juste dire que l'eau des gouttières va être envoyée vers une surface perméable, fait qu'une partie de notre terrain qui a des arbres, qui a de la végétation, puis qui va être en mesure d'éponger plus que les exigences augmentent aussi. Fait que surtout que les maisons individuelles vont dépasser les 250 mètres carrés. À ce moment-là, les exigences vont être un peu plus importantes. Ça va nécessiter un plan qualité professionnelle qui vient vraiment nous prouver que l'ouvrage ou la forêt, ça peut être juste la forêt qui éponge l'eau, soit suffisante pour résister à une pluie qui arrive fréquence une fois 25 ans. Fait que ça nécessite quelques petits calculs à faire. Mais un architecte paysager, c'est comme très en mesure de faire ça. Et ça va être la même affaire pour les stationnements d'une certaine grosseur. Aussi, ils vont devoir penser à ça. Donc, tous ces articles-là de 198 à .1 à 198.7, c'est tout pour expliquer ces différents cas-là. Ça, encore une fois, c'est assujetti aux personnes habiles à voter. Là, on va rentrer dans. Là, il y a des petites cartes. C'est parce que ces changements-là ne visent pas. Être, chaque zone pour voir si vous êtes assujetti ou non. Mais ça vous donne une petite idée. Donc, la première des choses qu'on vient faire, c'est la zone I-24. On est venu rajouter l'usage industriel lourd. La raison à ça, c'est qu'on avait dans le règlement précédent mentionné l'existence de l'usage industriel lourd, mais on l'avait placé nulle part dans la municipalité. Puis ça, on ne peut pas faire ça parce que c'est comme venir proscrire un usage. Fait que c'est soit qu'on retirait l'usage industriel lourd ou qu'on le plaçait quelque part.
Puis le fait de retirer l'usage industriel ne vient pas faire en sorte qu'on est à l'abri de ça. Ça vient parce que si quelqu'un nous présente un projet, il faut essayer de le fitter dans comme la case qui se rapproche le plus. Fait qu'on a décidé de juste l'intégrer à notre seule zone industrielle. OK. L'autre modification ici, c'est qu'on est venu rajouter dans 2 zones à caractère un peu plus forestière du périmètre urbain la possibilité de faire de l'acériculture. Fait que c'est pour les 2 zones qui sont en vert. Fait que c'est vers Richford là, en sortant là, vers la frontière. Puis l'autre, c'est le verger modèle en arrière de ça. Ici, pour la zone conservation 2, on est venu, qui est le chemin Pinacle, là, dans le secteur du Pinacle, on est venu réduire la superficie minimale des bâtiments. Parce que c'est la seule zone de la ville qu'on obligeait que les bâtiments aient une superficie minimale un peu plus grosse qu'ailleurs. Fait qu'on est juste venu harmoniser avec le reste. Ça, c'est dans toutes les zones agricoles. C'est pour ça que la carte, c'est quasiment toute la ville, sauf toute la municipalité, sauf quelques zones dans le noyau villageois. Qu'est-ce qu'on est venu faire dans les zones agricoles? C'est retirer l'usage de résidences de touristes pour les résidences secondaires. Fait que les personnes peuvent quand même faire de la location court terme pour leur résidence principale, mais elles ne peuvent pas le faire si c'est une résidence modification des usages possibles dans la zone M424 puis RA15, que ça, c'est tout ce qui est autour de Garagona, le champ des Dwyer. On est venu autoriser le multilogement là, à cette place-là. On a une autre modification. On est venu créer une zone, fait que la zone RA20. Ça, la zone RA20, c'est la zone avant qui était la RA19 qu'on a séparée en deux. Donc, la RA19, c'est la rue de la Liberté. Ça veut dire nombre de lotissements. Parce que les nombres de lotissements actuels créent comme plein de situations de droits acquis. Droits acquis. Euh, On est venu modifier les usages dans la zone RE16 puis RE19. Puis le but, c'est de venir permettre le puis le tri familial dans ces zones-là. Puis qu'est-ce que ça fait en sorte, finalement, c'est que dans le noyau villageois, Préciser, comme je l'avais dit la dernière fois, le but et le tri familial, c'est ce qu'on appelle communément duplex-triplex. Monsieur et Madame Triplex. oui, OK. On a ici on a modifié les limitations de la zone RA15, RA30. Encore une fois, on est sur le bord de Garagona. Fait qu'avant, la RA15, RA30 s'empilait nord-sud, fait qu'une par-dessus l'autre. Puis on a vraiment fait une séparation est-ouest avec le chemin Garagona. Puis le but, c'est on se rappelle, on est venu permettre le multilogement dans le RA15, mais on ne voulait pas le permettre à l'est de Garagona. C'est pour ça qu'on a refait ces zones-là. Ici, c'est notre modification du règlement de lotissement que je vous ai parlé tantôt. Là, la zone R20, on a les normes de lotissement. Ça fait qu'ils sont descendus de 10 000 avant à 5 000 maintenant pour régler le problème de droits acquis. Comme dans le règlement de lotissement, on est venu un peu changer notre définition de l'eau en courbe pour que ce soit un peu plus facile. On a rajouté une définition à qu'est-ce que c'est un lot en courbe. Parce qu'au fond, les lots qui se situent dans une courbe ont des droits à
OK. Fait que là, tout ce que je vous ai parlé avant, c'est des modifications qui étaient assujetties aux personnes habiles à voter. Là, je vais rentrer dans ce qui est non assujetti aux personnes habiles à voter. Ça ne veut pas dire que c'est moins important, c'est juste que ça donne qu'en fonction de quel paragraphe de la LAU qu'on a utilisé pour rentrer cette disposition-là, ben, ça fait en sorte que ça, c'est non assujetti aux personnes habiles à voter. Fait que le premier point, article 42, c'est vraiment juste une coquille qu'on est venu modifier. Dans le fond, ce que cet article-là dit qu'il faut avoir un bâtiment principal sur un terrain pour pouvoir exercer une activité sur le terrain. Ferme. Fait qu'on vient de dire qu'une activité agricole n'a pas besoin d'avoir un bâtiment pour avoir lieu d'être. Après ça, article 69, on est venu interdire les clôtures mèches, sauf OK. L'article 71, ça, c'est de quoi qu'on voulait faire en 2022, quand on a revu la révision, c'est de interdire la plantation de conifères le long des routes. Par contre, ça avait été un peu mal rédigé, fait que là, on l'a précisé. Puis l'idée, c'est que dans les premiers 30 mètres le long de toute rue et route, on ne peut pas planter des conifères. On peut quand même planter des feuillus. Des haies, c'est pas la même chose aussi, parce qu'une haie, ça ne monte pas comme 15 mètres des airs, là. Mais on ne peut pas planter des conifères dans les premiers 30 mètres le long des rues. L'article 73, on est venu autoriser des conteneurs à la condition qu'ils soient recouverts de bois, puis qu'il y ait une toiture aussi. C'est pas mal ça pour ça. On a une modification pour les toits plats. Fait qu'on avait déjà des normes là, sur l'ancien règlement de 2022 pour les toits plats, qui vient préconiser qui vient obliger que les toits soient de couleur blanche ou qu'il y ait un matériau qui a un indice de réfractance solaire de moins de 78. Par contre, on est venu préciser que cette norme-là, c'est pas pour toutes les toitures de bâtiments. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est vraiment juste pour les toitures principales. Fait que si vous avez, par exemple, un perron à toit plat, ben, c'est pas nécessaire d'être assujetti à ces règles-là. C'est vraiment pour les toitures principales. Puis on est aussi venu rajouter qu'à l'intérieur du périmètre urbain, on ne voulait pas de nouveaux toits plats. Là, on est rendu dans les normes pour les unités d'habitation accessoires. Fait que les UHA de leur petit nom. Fait que ça, c'est vraiment comme un deuxième logement distinct du bâtiment principal. Fait que dans le périmètre urbain, on est venu les autoriser dans toutes les zones, qu'est-ce qui n'était pas le cas avant. Vu qu'on les a autorisés dans toutes les zones, on est venu en contrepartie modifier un peu les normes pour les superficies de terrain. Il faut s'assurer que le terrain a quand même une dimension acceptable, qui est de 1000 mètres carrés dans ce cas-ci, pour un terrain qui est desservi, puis 5000 mètres pour un terrain qui est non desservi. On a aussi ouvert ça à tout type d'habitation. Fait qu'avant, c'était vraiment juste pour les familiales seulement qui avaient le droit d'avoir des UHA. Là, on parle maintenant d'habitation. Fait que s'il y a un duplex, par exemple, sur le terrain, il y a la possibilité d'avoir une UHA. S'il y a un bâtiment mixte, ça veut dire, mettons, un commerce au rez-de-chaussée avec un logement à l'étage, il y a quand même le droit d'avoir un UHA. Puis le UHA peut aussi avoir sa propre adresse là, dans le périmètre urbain. Peut-être quelques petites. La zone. Oui, mais ça, j'arrive parce que après ça, l'article 84, on parle de ce qu'il y a à l'extérieur du périmètre urbain. Fait qu'encore une fois, on a
modifier certaines affaires, comme on parle d'habitation principale à la place de familiale. Donc, encore une fois, c'est ouvert à plusieurs types de situations. Ne du territoire agricole nous autorise de faire. Fait que la commission de territoire agricole est d'accord sur le fait qu'il y ait des logements secondaires sur les terrains. Par contre, ils ne veulent pas qu'il y ait d'adresse parce qu'ils veulent vraiment qu'ils conservent un lien là, avec la résidence principale. C'est ça. Conservation 2, c'est en zone blanche. Oui, c'est ça, la zone de conservation 2 est en zone blanche, ouais. Mais elle est à l'extérieur du périmètre urbain, par contre. Donc, c'est pas mal ça. On est venu aussi changer la distance minimale là, avec la limite les lignes arrière et latérales de terrain. Juste parce que les unités d'habitation accessoires avaient le droit d'être à 2 mètres avant, alors qu'un cabanon devait être à 4 mètres. Fait qu'on se disait qu'il faudrait comme s'harmoniser avec au moins le cabanon. OK. Ouais, dans le fond, on vient aussi préciser que dans toute. Là, c'est dans les lofts garages. On ne peut pas. Parce qu'un autre type d'habitation qu'on a le droit d'avoir sur le terrain, c'est un garage avec un loft au-dessus du garage. Fait qu'on vient préciser qu'on ne peut pas faire de la location court terme dans les lofts garages. Accessoire à la résidence, est-ce que tu peux avoir un loft au-dessus? C'est un usage genre commercial, mettons? Ouais. Ben, à ce moment-là, non, je pense pas, parce que c'est un garage, on va appeler ça un atelier, puis c'est pas un garage. Là. OK. OK. Fait que on est venu faire la même norme que pour les lofts garages dans les logements secondaires aussi. Fait que dans la résidence, vous avez le droit d'aménager un deuxième logement qui est plus petit que le premier logement dans la résidence. Mais lui ne peut pas être mis à la location court terme aussi. On est venu, article 113, préciser que l'implantation d'une antenne domestique est interdite à l'intérieur du périmètre urbain. Antenne domestique, on parle pas des antennes paraboliques, là, on parle vraiment d'une antenne, une vraie antenne. Là. Autoportant. Autoportante, oui. Merci. À l'article 134, on est venu autoriser un nouveau type d'enseigne sans avoir besoin de permis. Du périmètre urbain. Fait qu'on parle d'enseignes explicatives ou de panneaux d'interprétation. L'article 141.1, encore sur les enseignes, on est venu créer une disposition pour les enseignes temporaires pour les événements des OBNL. Fait qu'on est venu un peu préciser les lieux d'affichage pour ces enseignes-là. La durée aussi que ça prend, puis le processus de tout ça. Fait que toutes les demandes vont devoir passer quand même par une demande de permis, à être analysée par le CCU et par conséquent par le conseil. Fait que les OBNL vont devoir se prendre d'avance. Mais ça va permettre d'afficher sur les lieux publics municipaux. Puis par lieux publics municipaux, là, ça inclut aussi en face de chez Hubert le Sargasse, la petite clôture. La grande clôture, ouais. Après ça, on est venu modifier un peu, pas modifier, mais c'est de venir mettre une limite de superficie pour les enseignes qui sont à l'extérieur du périmètre urbain, c'est ça. Parce qu'avant, les enseignes à l'extérieur du périmètre urbain, il n'y avait pas de limite de superficie. Fait que là, on est juste venu enlever ça pour référer aux normes
aux normes du règlement. Les enseignes sur les routes provinciales, pas permis, je pense. Ben, on ne parle pas des enseignes de. Là, on parle, mettons, ça va être des enseignes des agriculteurs, mettons, qui ont des. Un kiosque Qui ont des vente kiosques, de légumes. des ventes de vin. C'est ça qui va être touché par ça. Avant, il n'y avait pas de limitation à leur grosseur. Ça peut s'expliquer ça par le fait que souvent les gens écrivent en gros sur leur ferme. euh, euh, ouais. Fait que, ça, c'est juste une coquille, là, l'article 155, là, c'était la zone C74 qui était là, consistait avant. Non, avant, c'était la zone C75 qui était là, puis elle n'existait juste pas, puis qu'on est venu marquer la zone C74, l'usage de C74 plutôt, qui est un usage qui existe vraiment. Fait que ça, c'est vraiment juste une coquille qu'on a corrigée. Puis après ça, on a fait une modification dans les articles 240, que ça, c'est pour la foresterie, fait que les coupes commerciales. Pour les zones cons 1 et cons 2, ben, dans le fond, à l'extérieur, ben, normalement, la coupe dans une érablière, par exemple, ça prend du martelage. Mais la zone cons 1 et cons 2 n'avait pas cette obligation-là parce que c'était pas une zone agricole. Fait qu'on est venu rajouter cette norme-là. Fait que maintenant, le martelage est rendu nécessaire pour toute coupe dans la zone cons 1 et cons 2. Cons 1 et 2, c'est conservation 1, conservation 2. Ouais. On est venu modifier notre règlement de construction dans le but de faire des maisons qui vont être plus adaptatives à l'évolution des personnes qui y habitent. Fait qu'il y a la possibilité, par exemple, de rajouter des toilettes qui sont accessibles puis universelles. Fait qu'on est juste obligé pour une nouvelle construction de mettre des fonds de clouage dans les salles de bain. Comme ça, c'est facile de rajouter des rangs. On vient aussi faire des normes pour la hauteur des interrupteurs pour que ce soit au niveau des hanches. Comme ça, quelqu'un qui est en situation de chaise roulante va être en mesure de quand même ouvrir facilement les lumières. On est venu modifier le règlement sur les permis et certificats. On est venu rajouter que c'est nécessaire de finir le revêtement dans les 12 mois suivant l'émission du permis si on veut pouvoir le renouveler par la suite. On est venu aussi rajouter des catégories de demande de permis. Fait que pour les galeries étaient déjà assujetties à des demandes de permis. C'est parce qu'on est venu faire une nouvelle catégorie pour ça. Puis on est venu faire une nouvelle catégorie pour les résidences de touristes. Que ça aussi, c'est assujetti déjà sous un autre parapluie de permis qui était les changements à l'occupation d'un immeuble. Mais là, on est juste venu créer une nouvelle catégorie pour ça. On est venu aussi rajouter des documents additionnels exigés pour la construction de stationnement ou pour la construction de résidence. Fait qu'on parle des plans des eaux de ruissellement que j'ai parlé un petit peu plus tôt avant. Le règlement sur le PIA, on est venu le modifier un peu. De un, on a rajouté la zone. Un peu assouplir le PIA pour les zones F30 et F31 qui sont des zones agricoles d'entrée de village. Fait qu'avant, il y avait un PIA qui s'appliquait à toute la zone. Puis là, dans le fond, le PIA s'applique juste pour les 100 premiers mètres le long des routes. Fait que si les gens font de quoi dans le bois loin, ça passe pas par le PIA. Et finalement, on est venu aussi rajouter à l'intérieur du PIA du village de Friedrichsburg les travaux, tous les travaux de piscine. Dans le fond, on les passait quand même au PIA puis au conseil parce que les clôtures étaient assujetties au PIA, les travaux de remblai étaient assujettis. Fait que finalement, pendant tous les travaux pour une piscine l'étaient, mais la piscine ne l'était pas. Fait qu'on a juste mentionné la piscine aussi.
Je pense que le dernier règlement qu'on a modifié, c'est le règlement sur les conditions d'émission de permis de construction. Encore une fois, il y avait juste une coquille. On faisait référence à des zones qui n'existaient plus. Fait que les zones REC1, 6 et ainsi de suite. Que ça, c'était toutes les zones autour du PNAC qui sont devenues qu'on a faites, là. Fait que ça, c'est les prochaines étapes, mais j'ai déjà parlé un peu des étapes au tout début. Fait que si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Alors, vous comprenez qu'on a commencé ça. En fait, Christophe a commencé le règlement Omnibus en 2022, parce qu'au même moment où on adoptait notre règlement, il y avait des choses déjà à corriger presque tout de suite après. Puis là, ben, on est là 2 ans après. Fait que c'est un exercice qui s'est étiré sur plusieurs mois / années. Alors oui, des questions? Merci le conseil là, et d'avoir donné suite à mes doléances concernant la pollution de vêtements. Oui. Le commentaire que j'ai eu là-dessus, c'est que c'est très rare les municipalités où, quand on présente un règlement comme ça, c'est la population qui exige d'être plus sévère ou qui exige des suivis plus rigoureux. En général, les gens viennent pour adoucir. Fait que ça nous a fait plaisir de répondre à la sévérité de notre communauté. Et des pénalités, là, comment ça fonctionne? Avant que tu répondes, Christophe, je vais juste répéter la question pour ceux qui écoutent, parce que je ne suis pas certaine qui entendent. Donc, la question qui est posée concerne dans le fond, les conséquences de ne pas respecter un règlement. C'est quoi la vie d'infraction ou les poursuites qui peuvent être intentées? Dans les amendes, normalement, là, quand on applique la réglementation, fait qu'on commence par aviser les personnes qui sont en non-conformité. On tente d'avoir un terrain d'entente, de comme, OK, changement jusqu'à telle date, mettons, puis ils s'entendent. C'est dans le cas de non-coopération avec les citoyens que là, on peut aller vers des amendes. Là, les amendes sont toutes indiquées au règlement, je pense, permis et certificat. Là, je les connais pas par cœur, là, mais ça varie si c'est première offense, si c'est une personne morale ou physique. Il y a aussi un range selon la sévérité de la situation. Fait que ça peut varier un peu, mais c'est sûr qu'on court monter un dossier pour ça. La question est, est-ce qu'il y a un endroit dans le village où la location court terme est permise? Dans le village, c'est permis partout. C'est Il n'y a permis pas de restriction. partout. C'est permis partout, là, dans le fond, qu'est-ce qu'on est venu spécifier dans le règlement? On est venu rendre ça plus sévère parce qu'avant, c'était partout. Partout. Puis là, dans le fond, c'est encore partout. C'est juste que si tu es propriétaire d'une résidence secondaire en zone agricole, à ce moment-là, tu ne peux pas en faire la location. Si c'est ta résidence principale, puis en zone agricole, oui, tu peux en faire la location. L'autre chose qui a été changée, c'est vraiment pour tout ce qui est les logements secondaires qu'on vient. On a assoupli la réglementation pour permettre plus de logements secondaires. Puis le but de ça, c'est pas qu'ils soient mis à la location. C'est pour créer des nouveaux logements. Par contre, rien n'empêche ces gens-là de louer leur résidence principale aussi. En fait, quand on n'avait pas du tout restreint l'accessibilité par rapport à ça, la réflexion qui était derrière ça, c'est qu'on n'a plus rien ici. Pas d'auberge, pas de bed, pas de lieu. Fait que en coupant la location court terme, puis après avoir fait des recherches, puis vérifier avec Christophe l'usage, dans le fond, qui était fait sur notre territoire, c'était somme toute vraiment faible comme c'est ça, activité. Oui?
par les municipalités? Alors, la question qui est posée, c'est est-ce que les règlements qu'on fait maintenant, tous les nouveaux règlements, c'est obligatoire qu'on le fasse? Alors, dans certains cas, oui, comme je pense aux piscines, entre autres. Ben, aux piscines, oui. Mais même les piscines, c'est pas obligatoire, juste que ça simplifie la vie des gens parce qu'il y avait un règlement qui n'était pas le même que ce que la province, elle, exige. Mais c'est pas nécessaire parce que le règlement de la province est quand même plus fort que l'autre. Fait qu'on aurait juste pu vivre avec l'autre règlement. Je crois que pour la majorité, c'est pas nécessaire. Un des seuls qui vient des autres, c'est Non, pas nécessaire. plus l'adoption de ces nouveaux règlements-là, ça découle plus de réflexion de nos comités consultatifs, de volonté aussi de la communauté d'être un peu plus en adéquation avec l'environnement, puis de faire en sorte d'avoir une réglementation qui nous permette de vivre correctement face à ces orientations-là qu'on veut se donner. C'est beaucoup, j'ai beaucoup de toujours des nouveaux règlements nationaux. Ben, en fait, je vous répondrai simplement que le monde évolue, les choses changent, puis je pense que oui, c'est nécessaire de mettre le temps et l'énergie qu'il faut pour s'adapter aux réalités. Je veux dire, les changements climatiques, on en aurait parlé il y a 10 ans, on en aurait parlé il y a 5 ans. C'était pas comme c'est maintenant. Maintenant, la nécessité d'avoir un règlement qui vient gérer nos eaux de ruissellement, ça s'impose de soi, mais ce n'était pas le cas il y a peu de temps. Fait qu'il faut l'habitation, on a besoin, il manque de logement, on a besoin de densifier de façon douce, selon ce qu'on peut faire. C'est ce qu'on fait en permettant les unités d'habitation accessoires, mais tout ça se fait. Dans le secondaire. Oui. Puis il décide que 12 ans, il ne va pas à sa résidence secondaire. Il va avoir le droit de louer. À long terme. À long terme. Quand on parle de. Mais ça fait pas de loi de terme. C'est pas de louer à court terme. OK. En fait, cette notion-là de restreinte sur la zone agricole c'est une demande qui a été mise par l'ensemble des municipalités de la MRC. Ils nous ont demandé de nous conformer à ça pour éviter, dans le fond, un abus, un usage abusif de la zone agricole. Puis, on ne voyait pas vraiment comme l'usage, comme la maison principale reste accessible à la location à court terme, on ne voyait pas vraiment d'impact sur la résidence secondaire du fait que c'est toujours possible d'aller avec la location à plus long terme. Puis quand on parle long terme, c'est saisonnier. Là, on s'entend que c'est en haut de 31 jours, si je ne me trompe pas. Fait que ça reste quand même quelque chose. Oui. J'ai une question sur les unités accessoires d'habitation. Oui. Je suis vraiment en faveur que ce soit maintenant sur toute la territoire qui soit donné des conseils. J'ai la question sur les restrictions qui sont ajoutées, en particulier sur l'interdiction de les construire en marge latérale, l'obligation qui sont en cours arrière, par exemple. Le fait que ça doit être sur 100% du bâtiment, que ce soit l'unité d'accession d'habitation, excepté le code du garage de l'aménagé. Je me demande, est-ce qu'il y a des codes figures que vous avez imaginés qui sont faits en sorte que vous avez exclu ces possibilités-là? Ou est-ce que c'est parce que vous avez inspiré d'autres restrictions ailleurs? En fait, ça pourrait contraindre le développement des achats d'engins. Tu as répété la question. Pardon? Tu as répété la question. Oui, c'est ce que je vais faire. La question qui est posée concerne les unités d'habitation accessoires. Dans le fond, on veut savoir pourquoi on restreint l'usage en zone avant ou en zone latérale, parce qu'elles sont permises en zone arrière. Et pourquoi aussi 100% de l'unité doit être consacrée, dans le fond, au logement. Alors, la raison pour laquelle on a opté pour ça, c'est qu'on veut aller dans une orientation de densification douce. Ça a un impact en marge avant, c'est vraiment comme flagrant, comme on ne le permet pas pour nos bâtiments accessoires, on n'a pas le droit.
Fait que ce serait vraiment étrange d'aller permettre d'avoir une unité d'habitation accessoire en marge avant. C'est sûr que le territoire étant ce qu'il est, on va pour, comment je peux dire, donc, on va pour l'ensemble. Puis l'ensemble étant, comme je disais, pour préserver le paysage, préserver l'environnement, puis que l'impact soit le moins visible possible. C'est pour ça qu'on a opté pour la marge arrière, mais déjà autorisé dans un cas une construction de bâtiments accessoires en marge latérale. Ouais. Mais, c'est ça. Il faut, tout dépendant de la situation, si dans un cas précis, ce n'est pas possible en marge arrière compte tenu de la configuration, ben, le CCU va en prendre note, va l'étudier. Effectivement, c'est un bon point que, mettons, il y a déjà eu des dérogations mineures qui ont été autorisées pour des achats en cours avant. Oui. C'est juste dans des cas que le bâtiment il est avoir tant que ça en arrière. Fait que, il y a moyen, mais je pense que c'est mieux d'y aller au cas par cas pour des situations de même que de juste l'autoriser à tout le monde. À tout le monde Oui. d'un coup, parce que ça arrive peut-être d'avoir des impacts qu'on ne veut pas forcément. Un impact plus fort que ce qui. Puis pour le cas d'un usage mixte qui serait proposé, puis qui demande Oui. une délégation. Sur l'usage mixte, je ne sais pas si c'est une dérogation peut être demandée, mais je vais me tourner vers ma droite et vers ma gauche. J'ai 2 urbanistes qui m'entourent. Mais par l'usage mixte, quand c'est écrit, c'est 100% du bâtiment doit être consacré à ça. Sauf si c'est un garage. Ça, de où est-ce que ça vient? C'est sûr que les réflexions s'inspirent un peu de d'autres municipalités. Ce point-là, c'est plus de quoi qui provient d'une autre municipalité. Est-ce qu'il y aurait moyen d'assouplir ça ou de pousser la réflexion plus loin? Peut-être, sûrement. Alors, tu sais, dans le cas des UHA, il n'y a pas beaucoup de réglementations au Québec qui sont plus avancées que ça. Fait qu'il n'y a pas beaucoup d'exemples à suivre. Fait que ça pas de quoi à réfléchir et à pousser plus loin. Mais dans ce cas-ci, c'est juste, c'est qu'on n'a plus de quoi, on s'est inspiré d'ailleurs, on a eu ça. Mais j'avoue, j'ai pas de. Vite comme ça, il faudrait réfléchir plus, là, mais. Actuellement, dans la conception de projets immobiliers, j'en ai vu, ils sont vraiment soit en marge latérale ou arrière selon la configuration des terrains. Vraiment créer une uniformité et puis garder en tête qu'on a le bâtiment principal qui fait frontage sur lui au lieu d'avoir des habitations. Mais là, la question, c'est plus lui. Mais la question, c'est sur l'usage, oui, c'est ça. Oui. Mais ouais, ben pour l'usage, ben, c'est écrit comme ça pour l'instant, mais c'est sûr que je vois mal comment. Moi, personnellement, je ne vois pas pourquoi on changerait pas. Ben, c'est à méditer. Il y a une question qui est posée dans le chat aussi. Tout à moment, on va revenir. Et la question est. Oui, je suis allée. Oui, vas-y. La question est bonne. Exemple, notre bâtiment accessoire, usage cidrerie au jardin et logement. Mais c'est effectivement quelque chose à réfléchir sur le coup. Je veux dire, évidemment qu'on ne pense pas nécessairement à tout. La preuve, sur 2 ans, il y en a des choses qui se sont ajoutées aux réflexions, qui ont évolué, qu'on a changé. Mais je vois, vite comme ça, c'est à étudier. C'est des garages avec l'offre dessus. C'est encore le même principe. C'est juste que là, on autorise des habitations complètes, accessoires. C'est ça la nouvelle, dans le fond. Mais. Alors, s'il y avait un autre usage en bas, ça serait plus dans l'idée d'un loft au-dessus, peut-être, pour être, mettons, conséquent avec qu'on fait avec le garage. En tout cas, à réfléchir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? C'est ce qui clôt cette consultation publique, exécutée dans en bonne et due forme, dans les règles. Merci. Je vais juste finir en disant que, comme le dit Christophe, il va y avoir un avis public qui va être émis à la suite de cette consultation pour l'adoption du règlement. Ça va se faire probablement au courant de la semaine si on adopte le règlement plus tard en séance.
Et c'est là qu'on va faire une demande de participation à un référendum qui sera en ligne pendant 8 jours. C'est ça, cette demande-là, ça va être en ligne. Ceux qui veulent un référendum sur des éléments précis pourront compléter le formulaire, l'envoyer à la municipalité. Puis après ça, si le nombre de personnes requis est obtenu, il y aura ouverture de registre pour la tenue d'un référendum. Voilà, c'est ça, dans le fond, un autre sondage. C'est un petit peu comme... c'est assez astreint. Oui, bon, il y a une autre question. C'est quand même. Excusez-moi. J'ai vu dans le document du projet Oui. que pour un terrain avec construire une maison sur un terrain non desservi, Oui. ça prenait 10 000 mètres carrés. J'ai mal compris. Ça dépend des zones, Ça peut-être. dépend des zones, de la présence de cours d'eau. Alors, la question était, c'est quoi la dimension du terrain requis pour les terrains non desservis pour la construction? Puis, des fois, c'est 10 000, oui, c'est vrai. Parfois, c'est 5 000 aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce qui détermine? Ben le 10 000, ça, c'est de la faute. C'est la MRC. C'est la MRC que dans certaines zones, en zone agricole, les lots déstructurés sont venus mettre 10 000 mètres pour certaines, 5 000 pour d'autres. Fait qu'il y a des 10 000 qui sont là. Après ça, les autres 10 000, je ne pourrais pas trop expliquer là, de ce que ça vient, mais je ne sais pas s'il y en a tant que ça des zones à. Il en reste plus tant. Ah oui? Mais il y a tout ce qui commence par FR. Les FRE sont Mais, tu sais, les nouvelles choses, là, Ah, parce que RF, tout ça, c'est parce que le but, c'est qu'on veut qu'à terme, il soit desservi par les égouts. Là. Fait que, tu sais, on veut pas qu'il y ait trop de développement sur des installations septiques quand on veut passer les égouts là puis faire des terrains plus petits. Là. Dans le fond, les zones desservies ne sont pas dans cette année-là parce qu'ils sont. Ça touche juste les zones non desservies. C'est bon? OK, même si c'était fermé, c'est correct, on t'a bien répondu. OK, c'est parfait. Donc, les prochaines étapes, de où consulter, puis comment commenter si vous souhaitez commenter ou demander la tenue d'un référendum. Alors, voilà. Ben, merci pour cette participation. On se tourne ensuite. On va peut-être libérer Christophe. Ah oui, c'est vrai, dire bonjour à Christophe parce que tu restes pas avec nous, Christophe. Non. Alors, je vais en profiter pendant que tout le monde est là. Christophe, c'est sa dernière journée à la municipalité. Il a pris un congé sabbatique d'une année. Alors, il finit ça en grande. Je lui ai comme laissé toute la vie. On voulait dire merci, Christophe. Je pense qu'on avait un petit. Ouais, on a un petit cadeau pour toi. Sac de voyage. Directrice adjointe du service incendie qui a un petit sac de voyage. J'espère que tu as encore de la place dans ton bagage. Un petit sac de vomi. Ah, c'est un midi de la municipalité. Ouais. Tiens-nous au courant de déplacement, oui, c'est ça. Écris-nous, envoie-nous des photos. Ouais, cette semaine, quand même, tu es encore. Ouais, il faut qu'on se prépare. Quand même. OK. Peut-être dans une heure, par exemple. Merci, Sam. Merci beaucoup, Sam. pas serrer la main, mais. Le comité. Alors, on va poursuivre avec. Attends, il faudra que tu allumes ton micro aussi. Est-ce qu'on partage le. Est-ce que je veux pas entendre
va falloir mettre à jour notre règlement sur les permis particuliers. C'est la tarification. Oui, c'est ça, exact. C'est ça. Mais non, mais c'est là-dedans. La tarification est là-dedans. Pardon? Oui, vas-y. Ah, c'est une très bonne question. Mais c'est celui qui, Dominique Megui, qui est actuellement inspecteur, va prendre le rôle d'urbaniste et on est à la recherche d'un nouvel inspecteur qu'on va partager avec la municipalité de Saint-Armand et de Saint-Ignace, de Stanbridge. En 2025. Du département d'urbanisme. C'est ça. En attendant son diplôme, et ensuite, oui, c'est ça. Il n'agit pas comme urbain, mais il est en processus d'obtention. OK, c'est bon. Je suis prête? Je vais? OK, parfait. Alors, l'adoption de l'ordre du jour d'aujourd'hui, qui propose? J'ai Stéphanie et Josiane. Josiane, merci. J'aimerais être correcte ce soir. Le procès verbal, on a quelques procès-verbaux à adopter. Celui du 5 août. Qui propose? Catherine. Ça, c'est bon. Dites ça comme ça. Et Marie-Claude. Celui du 9 septembre. Stéphanie et Catherine. Et celui, oh non, j'ai pas fini. 19 septembre, on travaille tellement. 19 septembre, Marie-Claude et Gilles. Ouais. Et le 25 septembre, Marie-Claude et Gilles. OK. Ah oui, t'es venu comme dernière minute comme ça. Point 6. Déjà rendu au point 6, c'est fou. L'adoption de la liste des comptes à payer. On en a fait la lecture, on en a discuté. Qui propose? Gilles? Catherine. Ça a sûrement été clarifié, j'imagine. Il faudrait que tu me réexpliques c'était quoi ta question. Ça prend ce correct. Donc, c'est bon? Oui, je vais essayer. Non, Catherine avait secondé. Non, mais c'est lui qui avait posé une question. J'imagine que ça fait des questions. Au point 7, oui, à 12 sœurs. Bon, alors l'épopée de la 12 sœurs qui se poursuit encore. Janvier, février, mars, en tout cas. Non, il est vraiment installé, il est vraiment fonctionnel. On fait les tests, ça a fonctionné un certain temps, tout va bien. Il ne nous manque que la clé pour mettre à jour notre licence, voilà, qui normalement arrive, en tout cas, on fait ça en ligne généralement, puis c'est instantané, là, mais il semble que ce soit un petit peu plus long. Fait qu'on sait que le système fonctionne. Il y a une compagnie qu'on a dû faire intervenir pour aller chercher cette clé et éventuellement la débloquer. Fait qu'il attend que ça. Alors, comme m'a dit mon directeur général, c'est éminent. Oui, ça devrait, franchement, là, rendu là. Je voudrais revenir un peu sur la coupure d'eau qu'on a eue dernièrement pour les travaux au chalet des loisirs. Il y a eu 2 coupures successives. En fait, il y a eu un bris, une coupure, une deuxième coupure. Donc, ça fait beaucoup en peu de temps. Et ces 3 événements-là ont généré des avis d'ébullition. Dans un certain cas, très long, pas cette fois-ci, mais la dernière fois. On a fait en sorte, en prévoyant, dans le fond, la coupure et les travaux à faire au chalet des loisirs pour sécuriser, dans le fond, tout notre réseau, que ça se fasse de façon rapide. Alors donc, la levée de la vie est arrivée rapidement quand même, dès ce week-end. Les travaux, cette fois-ci, sont complétés, ont été bien réalisés. Tout est fait, fin réussi. Donc, bien content qu'on passe à autre chose de ce côté-là. Pour l'avancement des travaux routiers, ce qui relevait, dans le fond, des travaux faits par l'entrepreneur qui avait obtenu qui avait gagné l'appel d'offres, c'était Saint-Pierre-Tremblay. De leur côté, c'est pas mal terminé. On est à la toute fin pratique à vérifier les travaux puis s'assurer que corriger les petites dernières situations. On continue quand même de notre côté, en dehors d'eux, avec J.A. Baudouin, vous allez le voir plus loin, à continuer à travailler du profilage de fossés, notamment sur Abbott's Corner dans les prochains jours. Puis après ça, on va passer au rechargement, au nivelage, puis on va être prêt pour l'hiver. Fait qu'on devrait avoir un état des chemins en bonne condition pour
affronter l'hiver cette année. Oui, on se croise les doigts, effectivement. Hein? Oui, puis entre autres, il y a un élément qu'on voulait corriger, qui n'est pas corrigé à satisfaction. Chez M. Jourdain, ça va être repris. Ne vous inquiétez pas, tout le monde est conscient, puis on travaille parfait. C'est bon. Parfait, exact. Oui, on a un chef, un superviseur à la voirie qui est vraiment très dédié, particulièrement au chemin, il connaît son affaire, puis ça fait plaisir de pouvoir compter sur lui. Festibois, juste dire que ça a vraiment été un super succès. Une belle participation, autant des citoyens que des touristes. J'ai entendu un commentaire, il y a trop de monde. J'en reviens pas. Mais sinon, je pense que tout a été quand même bien géré. La municipalité avait sa table au Festibois, puis on a eu vraiment comme beaucoup de visites. On avait la grande carte qui donnait la hauteur de la canopée, qui définissait les zones en friche, les zones cultivées, les zones qu'on avait perdues au cours des années. C'était super intéressant. Puis tous les gens de chez nous qui s'arrêtaient à cette carte-là s'arrêtaient vraiment pour prendre le temps de regarder. Puis ça a été, je pense, un élément apprécié. Je veux aussi dire qu'on a préparé une vidéo pour présenter notre projet d'aménagement écosystémique au parc. Elle est disponible sur le site Internet. Prenez le temps d'aller la regarder. C'est vraiment c'est une belle présentation très simplifiée et accessible donnée par Pierre Jobin. C'est un as de la vulgarisation. C'est vraiment comme un petit chef-d'œuvre à écouter. Donc, je vous invite à aller regarder. Puis, je finis avec l'Église pour l'avancement des travaux puis le financement. Il y a un petit peu de questions qui se soulèvent là-dessus. La toiture est terminée. Les gouttières sont à toute fin utile terminées aussi. Nos vitraux sont restaurés. Les façades nord-sud-est, la rosace, non, là. C'est fait. Ils sont gardés, dans le fond, chez le vitrier. Comment? À l'atelier chez le vitrier. Pour les protéger, dans le fond, le temps qu'on fasse la restauration des fenêtres. Une fois que les fenêtres seront restaurées, on va reposer nos vitraux. Pour le financement de tout ça, en fait, c'est ça le gros point, là. On a une subvention qui couvre 50 bon, pour l'essentiel, 50 des travaux. À toutes fins utiles, la subvention est de 2 200 000 dans ces eaux-là, ou 2 millions quelques. Cette subvention nous est versée en autant qu'on verse la contrepartie égale, donc jusqu'à hauteur donc, de 2 millions et quelques. Si on ne paye rien, on n'a rien en subvention, il faut donner aussi. Alors, jusqu'à maintenant, on a travaillé, dans le fond, à faire ce qui était urgent pour l'Église. Dans le fond, il y avait les vitraux et les fenêtres qu'il faut régler. Il y avait la toiture, évidemment, et l'électricité. Merci, c'est ça que je cherchais. Ça, c'est fait. Alors maintenant, on arrête, on fait une pause, puis on attend de voir notre 50 qui reste, dans le fond, pour tous les autres travaux à faire. Comment on va faire pour aller chercher de l'aide en termes de financement? On ne veut pas mettre je veux rassurer tout de suite la population, là, la municipalité ne va pas mettre 2 millions des taxes perçues auprès des propriétaires pour restaurer l'Église. On va trouver une solution, soit par... Ni 4 millions. Ni encore moins 4 millions, non. Mais par l'entremise d'un programme du gouvernement, le PRACIM, la description complète, je ne me rappelle pas, mais il est bien connu sous le nom du PRACIM. On pourrait aller chercher apparemment jusqu'à 80 de financement pour cette portion-là qui nous est attribuable. Fait que rendu là, il restera 20 de 2 millions, puis on va pouvoir négocier et gérer ça avec une campagne de financement auprès de la population ou et de la région plutôt, c'est ça que je voulais dire. On va chercher en dehors de nous autres pour trouver. Donc, juste dire que c'est pas parce qu'on va éventuellement souscrire à un règlement d'emprunt de 4 millions que la municipalité va avoir une dette de 4 millions à rembourser. La dette
du côté de la municipalité ne sera jamais plus que 2 millions. Puis encore une fois, ce 2 millions-là, on va trouver des moyens d'aller pallier pour diminuer l'impact sur les contribuables. On n'entend pas de 2 millions. Non, puis on n'est pas là. Effectivement, on est toujours dans le processus avec le ministère. Ce règlement d'emprunt-là n'est pas réglé. Le règlement est réglé. Pas de 2 millions. Ah, dans le sens, oui, on va y aller par tranche, dans le fond. Mettons, c'est comme si on a une marge de crédit qui est accessible, puis on va chercher au fur et à mesure ce qu'on a besoin pour combler, les frais. Et voilà. Correspondance, il n'y a pas de correspondance ce mois-ci. Alors, je pense au point 9, demande de dérogation. C'est tout ce qui touche aux choses du CCU. Alors, je vais passer la parole à Marie-Claude Aubin, notre représentante au sein du CCU. Je ferme mon micro. Alors, bonsoir. Et. Vas-y. OK. Alors, le premier point au CCU, on a 3 points ce mois-ci au CCU. On a le premier point qui est une demande de dérogation pour le chemin des Bouleaux, qui est une demande de construction d'un bâtiment agricole à l'aide de 2 containers qui vont être collés, pas bout à bout, mais côte à côte. Le règlement ne nous permet pas d'avoir des containers, mais bon, il va changer. Comme vous avez pu voir dans le règlement Omnibus, ça va changer. Alors, les conteneurs seront à plus de 400 pieds du bord du chemin, sur le terrain, et invisibles de la rue parce qu'il y a plein d'arbres. Ils vont être couverts de bois et les toits, il va y avoir un toit en pente sur les 2 conteneurs qui vont être collés, soit en bardeau ou en tôle. Alors, le CCU recommande au conseil d'accepter la demande. Est-ce qu'on les vote tout en bloc ou un par un? Un par un? OK. Donc. Alors, sur ce qui propose? Bob. Catherine. Catherine. La deuxième demande concerne une demande de construction de nouvelles résidences sur le chemin du Pinacle. C'est assujetti au PIA du Pinacle. Il y a eu une modification qui a été soumise au plan qui avait été proposé en premier lieu. La demande a été réévaluée par le CCU. Le Conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU. Donc, en conséquence, le Conseil, on accepte ou pas, mais à une condition, c'est que la cheminée qui est derrière la maison soit vraiment conforme, le revêtement soit conforme à la photo qu'on a reçue dans le dernier document. La photo qui a été déposée au dossier. Dans la photo qui a été déposée au dossier et non pas des échantillons qu'on avait vus. OK, c'est bon. Alors, sur ce point, qui propose? Stéphanie et Catherine. Catherine. La troisième demande, ça concerne le chemin Garagona, pas très loin ici. C'est une demande de permis de construction d'une unifamiliale qui a été déposée. Le permis, naturellement, est assujetti au PIA du village. Le pays du village demande que les nouveaux bâtiments soient en harmonie avec l'environnement de ce qu'il y a dans le village. Il faut dire qu'ici, on est vraiment au cœur du village. L'église Bishop est à côté. L'hôtel de ville est vraiment, c'est le cœur institutionnel du village. La demande ne reflète pas vraiment les demandes du PIA, les exigences du PIA qui demandent un style architectural qui rappelle le contexte patrimonial du village. C'est une construction plutôt moderne. Les ouvertures ne sont pas conformes non plus. Le revêtement proposé est à discuter. Il y avait une demande de revêtement en tôle. Il n'y en a pas dans le village. Oui, on pourrait dire que l'hôtel de ville est en tôle, mais c'est une tôle embossée et non pas une tôle moderne. C'est une tôle d'époque. Les détails architecturaux qui sont en métal doivent être justement des détails et non pas l'ensemble du bâtiment. Il y a une absence de détails architecturaux qui confère plus un style minimaliste qu'un style patrimonial. Alors, le CCU recommande au Conseil de refuser la demande de construction. Alors,
après discussion au sein du conseil, le conseil semblait d'accord à aller dans le même sens que le CCU. Oui. Alors, qui est prêt à voter là-dessus? Stéphanie? Bob. Et Bob. Alors, donc, voilà. dans le fond, ce qu'on demande, c'est de retravailler Les plans. Exactement. En fonction du noyau villageois qui est vraiment. Si je me rappelle bien, il y avait la masse aussi de la cheminée qui était en frontage, qui posait comme un. Elle était à l'extérieur des murs. À l'extérieur des murs. Un gros bloc, c'est. En façade. Oui. Voilà. Est-ce que je pense que ça fait le tour, hein? Oui, ça fait le tour. OK. Alors là-dessus. On poursuit avec le point 12, émission d'un chèque pour les plans et devis préliminaires pour les travaux de voirie. On avait accepté l'offre de service de EXP pour la réalisation des plans et devis préliminaires qui ont été utilisés pour présenter notre demande pour 2 demandes d'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale. Alors, la facture, le chèque à émettre est au montant de 1918,65. Qui propose? Catherine et Josiane. Point 13, émission d'un chèque pour le projet de requalification de l'église. Alors, c'est pour la peinture du clocher. Pardon? Que Bob est sorti? OK. Le droit. C'est pour la peinture du clocher de l'église Bishop. Dans le fond, c'est la même compagnie, la même entreprise qui a fait le clocher de l'église et le clocher du Grammar School, mais il y a deux certificats de paiement distincts qui ont été émis pour ça. Alors, le premier certificat, notre architecte en résidence, que je dirais presque, a émis le certificat de paiement numéro 1 pour la somme de 49 669,20 au nom de SDB Solutions Incorporées. On parle de la peinture du clocher de l'église et du toit, et de toutes les ouvertures. Exactement, c'est ça. Qui propose? Marie-Claude? Catherine. Toujours pour la même entreprise, un chèque pour cette fois-ci la peinture du toit du Grammar School. Alors, encore une fois, on a le certificat de paiement numéro 2 qui a été émis par M. Barcelot, qui autorise le paiement de 39 896,33 à SDB Solutions, qui, encore une fois, ça répond à une offre de service qu'on avait acceptée dans un conseil précédent. Alors, qui propose? Catherine? Marie-Claude. 15. Émission d'un chèque, réfection de la toiture. On est vraiment dans les toits. Alors là, c'est pour toiture 3 étoiles. Ce sont ceux qui ont fait la toiture en ardoise. C'est le deuxième paiement pour toiture 3 étoiles. On pourrait dire 5 étoiles, hein, parce qu'ils ont vraiment fait un super beau travail. Pour la modique somme de 243 254,91. Je rappelle que ce toit est quand même subventionné à 60 50 le toit? Celui-là, il est 50. Réfection des toitures? Ben oui. C'est l'hôtel de ville. L'hôtel de ville. Désolé, c'était 50. Bob, quand même, Bob? Oui, quand même. OK, merci. Et Josiane? Il est beau. Point 16. L'émission des chèques, ben ça, c'est pour notre architecte, pour son offre de service professionnel, pour les plans et devis, pour les travaux de remplacement des toitures de l'église. Alors, le chèque est de 7 450,38 et c'est pour Stéphane Barcelot, architecte. Marie-Claude? Catherine. 17. Travaux de prolongement de l'aqueduc, émission d'un chèque pour J.A. Baudouin. Alors, une résolution où on octroyait le contrat de prolongement de la conduite d'aqueduc sur le chemin Saint-Armand et sur le site de l'usine d'épuration à J.A. Baudouin. Au terme du contrat, il y a une retenue de 5 qui avait été gardée au moment de l'octroi de ce contrat-là qui remonte à l'année passée. Alors là, il s'agit de, dans le fond, libérer cette retenue de 5 parce que l'ingénieur chargé de la surveillance des travaux a émis son certificat de paiement nous disant qu'on a vraiment comme reçu de façon définitive les travaux de façon satisfaisante. Alors, le chèque qui libère la retenue de 5 est à émettre
est d'un montant de 11 897,97 au nom de J.A. Baudouin Construction Limitée. Qui propose? Stéphanie et Catherine. Merci. Point 18, émission d'un chèque, sécurisation, aqueduc, parc Paul Godu. Alors ça va avec en réponse à l'offre de service pour la directive de changement pour le projet de prolongement d'aqueduc sur le chemin Saint-Armand. Ensuite, il y a eu l'offre de service pour la sécurisation de l'aqueduc au parc Paul Godu. J'en ai parlé un peu dans le mot de la mairesse en début. Considérant que les directives de changement qui avaient été émises pour l'aqueduc sur le chemin Saint-Armand, les 3 directives de changement avaient été autorisées, approuvées, pas autorisées, mais approuvées par l'ingénieur chargé de la surveillance des travaux, considérant les imprévus majeurs aussi qu'il y a eu à l'intervention au parc Paul Godu. Alors donc, il y a 3 montants qui s'ajoutent, un montant de 15 740,41 pour l'ajout de 2 purges sur l'eau potable, conformément à la directive de changement numéro 5, 30 919,21 pour la réparation d'une fuite d'eau conformément à la directive de changement numéro 6 et 3 073,48 taxes incluses. J'avais oublié de le dire. Hein? Pour l'ajout d'une entrée de service conformément à la directive de changement numéro 7, alors la recommandation de paiement émise par Christian Thibault de Brouzer porte donc le chèque à émettre au montant de 49 733,10 sous au nom de J.A. Baudouin Construction Limitée. Dans le cas, oui, ce montant est couvert en totalité par le programme TEC. La municipalité a déjà fait son versement obligatoire là-dedans. Qui? Bob et Gilles. Point 19, émission d'un chèque, fourniture et installation du système d'adoucissement d'eau. Alors, on est rendu au décompte progressif numéro 2. C'est la fourniture et installation d'un système d'adoucissement d'eau à la station d'eau potable. La recommandation de paiement a été émise par l'ingénieur responsable du projet. Alors, le montant à payer est de 50 491,33 à l'ordre de Groupe Québéco Inc. Il y a toujours une retenue sur ce projet de 10 qui va s'appliquer pendant 1 an, le temps de vérifier la bonne tenue de la chose. Alors, qui propose? Gilles et Stéphanie. Point 20. Émission d'un chèque pour l'asphaltage, pavage, racines et genêts incorporés. C'est le travail qui a été fait devant la caserne, qui est un pavage qui a été demandé depuis longtemps de la part des pompiers parce que le nettoyage des tuyaux, dans le fond, d'incendie, était difficile et presque était un travail ardu avec la roche et la terre qu'il y avait. Alors, ça a été pavé pour le montant de 13 739,51. Qui propose? Catherine? Gilles? Le pont? Chute. Le chute, c'est déjà passé. Puis c'était 4 000 qui avait, en fait, ça avait été plus comment on dit ça, patchage en français? Patchage. OK. Sur le chemin des chutes, donc. Tu cherches? OK, c'est bon, tu me diras. Émission d'un chèque, c'est le deuxième versement. Donc, les services de la Sûreté du Québec, très présents sur notre territoire. On salue leur présence. Lisez l'ironie dans ma voix ou entendez l'ironie dans ma voix. 118 054 à donc un chèque à émettre au ministre des Finances pour le deuxième versement des services rendus de la Sûreté du Québec. Qui propose? C'est dur. Il faut le payer. On n'a pas le choix. Mais Stéphanie. Et? C'est bien facile. Non, ça va avec Marie-Claude, c'est bon. Émission d'un chèque, acte de donation du lot 66 16 783. Alors, ça, c'est le lot qui est situé Point Richford 237 Sud, un don écologique qui a été fait à la municipalité. Lucie Gauvreau et Jean, je m'excuse, Jean, son nom de famille, je ne voudrais pas le massacrer. Banizaldi, je crois. Pas sûr. En tout cas, c'est Jean et Lucie qui ont fait le don. Puis la municipalité s'était engagée de son côté à assumer les frais de notaire pour dans le fond, concrétiser ce don. Alors, c'est à payer à notaire Ménard et Paquette la somme de 1969,36 taxes incluses. Marie-Claude et Josiane.
23, émission d'un chèque pour Alain Saladius, que je pourrais aussi appeler notre ingénieur en résidence. Lui, dans le fond, le chèque à IMEX compte 2 ou 3 mois. 3 mois. 5 470 et 51. Encore une fois, Alain est notre ingénieur conseil à qui on se réfère en tout temps pour tout ce qui concerne particulièrement notre usine d'épuration. Mais il était aussi intervenu pour les travaux, entre autres pour l'adoucisseur à l'aqueduc. Il fait les suivis avec le ministère des Affaires municipales. Il prépare et préparer les addendas et l'appel d'offres également pour les plans et devis de l'usine d'épuration. Alors, il travaille vraiment fort pour nous autres. Qui propose? Catherine et... C'est Gilles qui avait levé sa main? OK. 24, émission d'un chèque, service d'ébénisterie sur mesure. Alors, c'est pour notre projet de dendrologie. Si vous avez eu l'occasion de le voir dans le cadre du Festibois, la tranche de chêne qui était exposée à l'intérieur de l'église. Alors, le chèque est de 988,78 au nom de Canopée Design pour la finition et la fabrication d'un cadre pour la tranche de chêne, comme magnifique mise en valeur de cette tranche de chêne qui a été réalisée par notre ami Ludovic. Alors, qui propose? Gilles et Marie-Claude. Émission d'un chèque Festibois, dans le fond, c'est la subvention accordée par la municipalité au Festibois, subvention annuelle de 5 000 qui est à verser pour le Festibois. Qui propose? Gilles et Josiane. Alors, ce n'est pas à Festibois qu'on fait le chèque, c'est à Vitalité. Je vous rassure. Ensuite, il y a un chèque à émettre pour l'association Garagona également, pour l'entente de collaboration avec le camp d'été, pour le camp d'été 2024. Donc, le chèque est de 8 220 et ça couvre la portion de la municipalité. Dans le fond, les frais que la municipalité que la municipalité a accepté de payer pour réduire, dans le fond, la cotisation des parents qui avaient des enfants qui participaient au camp de jour. Qui propose? Josiane et Stéphanie. Offre de service MJL System. Alors, ce sont eux qui mettent à jour notre logiciel pour qu'éventuellement un adoucisseur fonctionne. Alors, la somme à payer pour la mise à jour du logiciel, 2 950 $. C'est juste le coût du licence. Oui, c'est la licence, évidemment. On n'a pas tout le logiciel qui arrive, juste la licence. Gilles? Catherine. On a une offre de service de J.A. Baudouin, justement, pour les fossés, pour le chemin d'Abbott's Corner, dont j'ai parlé tout à l'heure aussi. Alors, la soumission qui a été déposée, 14 295 et 99, et c'est pour, dans le fond, creuser les fossés sur le chemin Abbott's Corner, et en vue d'améliorer le drainage sur ce chemin. Alors, on a cherché des soumissionnaires, et à la recommandation de notre superviseur des travaux publics, l'offre de J.A. Baudouin est proposée par Gilles et Catherine. Catherine, parfait. Merci, excuse-moi, j'avais une petite mouche à truc. 29. Ah, c'est dans le Offre de service Bérard Tremblay, arpenteur, géomètre. On a 3 lots, dans le fond, 2 terrains, un lot à faire régulariser, dans le fond. En fait, c'est 4 sites qu'on dit. Ah oui, on combine 2, d'accord. Donc, on a une offre de service de Bérard Tremblay au montant de 5 695 $ pour le 79 rue principale, le 213 chemin du Pinac, 217 chemin du Pinac, combinés ensemble, et le lot 66 16 783 qui correspond au lot du don écologique qu'on a reçu. On souhaite, dans le fond, l'arpenter correctement. On veut être sûr que les marches sont respectées. Qui propose? Gilles et Josiane. Offre de service, point 30, filet de câble et plaques signalétiques pour le parc Paul Godu. Alors, c'est des choses à régler, des inconformités qui ont été constatées à la suite de l'inspection qui a été faite, puis à la recommandation de notre officière en sécurité, que vous avez vu tout à l'heure, apporter un petit sac à l'urbaniste, Samantha Salois.
Alors donc, il y a des correctifs à apporter pour la somme de 1 484,36 pour équipement récréatif Jambette Inc. Qui propose? Bob? Catherine. 31. Adoption du règlement établissant un taux de droit de mutation applicable au transfert dont la base d'imposition excède 500 000 $. Alors, l'avis de motion avait été donné déjà. Et comme dit à ce moment-là, on souhaite ajuster notre taux qui nous, dans le fond, le gouvernement a changé la loi, nous permet au-dessus d'une vente de 500 000 d'aller jusqu'à hauteur de 3 % pour la taxe sur les droits de mutation, ce qu'on souhaite adopter ici ce soir. Alors, qui propose? Gilles. 32, on est rendu à adoption du deuxième projet de règlement omnibus. Est-ce que c'est ça? Pardon? Les ententes relatives, c'est juste qu'on a amorté l'ordre du jour comme tel. Oui. On n'a pas dit qu'on enlève ce point, mais on OK. peut décaler. OK. Juste, en fait, on avait comme... on avait dit qu'on prenait le temps. Il y avait une question qui restait par rapport à l'engagement. Dans le fond, je pense que c'est à hauteur de 50 % qu'on demandait sur une obligation d'exécution de contrat, la garantie de 50 %, puis on veut vérifier si 50 % c'est suffisant. Alors, donc, on va reporter, si vous le vouliez bien. Ouais. C'est bon? C'est bon. Tout simplement, l'adoption de ce règlement. On arrive au point suivant pour le deuxième projet de règlement Omnibus qui vise à modifier notre règlement de zonage, de lotissement, de construction, le règlement sur les permis et certificats, le règlement sur les PIA et le règlement sur les conditions d'émission de permis de construction. Alors, qui propose l'adoption de Josiane avec enthousiasme et Catherine en solidarité. 34. Avis de motion et dépôt du projet de règlement déterminant les modalités de publication des avis publics de la municipalité de Fredericksburg. Alors, qui donne l'avis de motion? Dans le fond, ici, ça vise, on va adopter un règlement qui ne nous oblige pas plus à afficher dans les journaux les avis publics, utiliser simplement l'affichage à l'extérieur ici, ainsi que les sites Internet, parce que sinon, il y a de moins en moins de journaux. Ça nous force à aller dans des médias plus nationaux. Le coût est extrêmement élevé, puis on n'a plus l'obligation de le faire. Alors, je vois que la salle pourrait proposer. Ici, qui propose Josiane et Marie-Claude? C'est la vie de motion. Ah oui, c'est l'avis de motion. OK, parfait. Alors, voilà, je continue. 35. Approbation, autorisation de signature, programme de subvention de 4 500 bornes pour les municipalités et les communautés autochtones. C'est un circuit électrique par Hydro-Québec. Alors, ça semble presque trop beau pour être vrai, mais ça ne coûte pas un sou. Tout est subventionné. Ils viennent d'installer et on récolte l'argent qui est généré par ça. En tout cas, on donne l'autorisation. Ce qu'on veut, c'est autoriser notre directeur général à tout préparer, déposer, puis vérifier que tout est bien. Et récolter l'argent. Et récolter l'argent. S'assurer que tout est bien conforme à ce qu'on a compris, mais il faut qu'il y ait quand même notre autorisation de procéder. Alors, qui propose? J'ai Stéphanie et Catherine. Appui financier pour le boulevard des Arts. C'était nécessaire pour eux d'avoir cette résolution à ce moment-ci s'ils veulent appliquer pour d'autres subventions pour leur événement de 2025. Alors donc, on veut renouveler notre appui financier qu'on leur avait octroyé l'année passée à hauteur de 1 000 $. Donc, on prévoit ajouter à notre prochain budget municipal pour 2025. Qui propose? Marie-Claude et Stéphanie. Soutien financier au Centre d'action bénévole de Cowansville, c'était déjà dans notre budget de 2024. On avait consacré 1 000 $ à notre budget pour ce centre d'action qui, je vous rappelle, avec qui en fait, les liens ont toujours été là. Ça a toujours été notre centre de qui on relevait à Fredericksburg. Mais mettons qu'on travaille de plus en plus à tisser ces liens-là. C'est eux qui nous fournissent, entre autres, pour le frigo vert. L'entente avec eux, et ils sont actuellement en construction presque terminée d'un très bel agrandissement pour la banque alimentaire. Alors donc, on s'était engagé pour 1 000 $. Qui? Marie-Claude et Stéphanie. Mais je t'ai vu, non?
OK. c'est ça. Soutien financier, Société d'histoire et de patrimoine de Frelichburg. Alors donc, ici, il s'agit de verser 1 500 $ à notre société pour la participation des guides qui œuvrent au sein de l'exposition L'Auto-Québec et qui présentent l'Église de si belle façon. Qui propose? Marie-Claude et Josiane. OK. Bien, ça fait le tour pour moi. On arrive au comité consultatif. Alors, on va commencer, on va y aller dans l'ordre qui apparaît ici, là. Comité société. Donc, pour le comité société, déjà, le projet bibliothèque, ça continue d'avancer et de grandir. Donc, on a des nouvelles... Oui, c'est ça, on a le visuel. Nos nouvelles bibliothèques sont installées. L'horaire des bénévoles aussi est en train de se faire là, pour l'automne, hiver, printemps. Donc, on va réouvrir le mercredi soir. Probablement que le dimanche, on va ouvrir quand il y a des activités spéciales parce que sinon, on n'avait comme aucune affluence le dimanche quand il n'y avait pas d'activité. Donc, c'est long pour les bénévoles. On reconduit notre organisation de marché gratuit à Noël, de free market. Donc, probablement, en tout cas, le lieu est à déterminer, mais je pense que ça va peut-être plus se faire à l'église. Hein? Non, ici? Au Grammar School, finalement. Bon, super. Donc, et ce sera le 1er décembre. Donc, la date est le 1er décembre. Sinon, nous, on a fait nos soirées jeunesse cinéma, puis là, on se rencontre bientôt, la semaine prochaine. Donc, j'imagine que le marché venir. gratuit va vous occuper beaucoup là, parce que c'est un super bel événement l'an passé. Il y a eu beaucoup de monde qui sont venus. C'est vraiment super intéressant. Puis il y a des crêpes. Il y a des crêpes. Puis les crêpes sont encore au programme. Oui, les crêpes sont encore au programme. Bon, puis aussi, à la fin de la journée, quand on a, tu sais, dans le fond, il restait quand même plusieurs jouets, plusieurs accessoires qui n'avaient pas été choisis. Ben, il y a des gens qui sont allés porter ça, dans le fond, donner ça à des centres, au centre d'action bénévole de Pointe-Ville, justement. C'est parfait. C'est une belle récupération. Oui. Dans le fond, le concept, c'est qu'on apporte, on peut ne rien. L'objectif, c'est de venir choisir ses cadeaux de Noël gratuitement, en fait. Fait que c'est ça l'idée. Donc, on peut apporter des choses, on peut repartir avec des choses, on peut apporter des choses et ne pas repartir avec des choses, ou le contraire. On peut venir profiter de l'ambiance et manger une bonne crêpe et repartir avec quelque chose aussi. Tu sais, le but, c'est de ne pas stigmatiser non plus ou dans le fond, que ça soit accessible sans jugement. Là. Donc, dans le fond, tout est possible. L'année passée, on avait de la musique, on avait un chansonnier. Oui, c'était vraiment très agréable. Les crêpes, et des crêpes. Les enfants. Oui, c'est ça. C'était vraiment bon. Non, mais c'était vraiment beaucoup d'enfants. C'était très familial, c'était très agréable. Ouais. Ça fait le tour? Oui. Merci, Stéphanie. Josiane, à toi pour l'environnement. Oui, c'est du côté du comité environnement. On est en train de travailler sur un projet de support à vélo. Donc, c'est ça. D'autres détails suivront dans le prochain messager, mais c'est en partenariat avec Plein Rayon. L'idée, c'est de promouvoir l'installation de supports à vélo au commerce du village. Donc là, il va y avoir quand même toute une petite campagne de sensibilisation. Là. Le comité environnement va aller rencontrer les commerçants, puis on veut avoir un peu leur avis à ce sujet-là. Mais l'idée, c'est de mettre en place un petit projet d'économie circulaire, puis d'encourager la mobilité active qui est déjà ici là, à Frély, mais il manque de sport à vélo. Fait que c'est ça. Donc, plus de détails à suivre. Voilà. Ça fait le tour. Oui. Merci, Josiane. Bob, agriculture, foresterie. Excusez. Donc, on poursuit nos... Oui, j'ai remarqué, le son ouvre son active le micro maintenant. Je ne sais pas si ici sur le micro. Non, mais notre ordinateur ici s'ouvre. Chaque fois qu'on ouvre. Donc là, tu fermes ton son de ton ordi, mais tu laisses ton micro ouvert. Ouais. Bon. Vas-y. Non, mais là, c'est bon, ça va fonctionner. Donc, on continue sur les projets qu'on a démarrés. Le suivi des entreprises agricoles. Donc, il y a une réunion ce soir là, des entreprises locales pour une mise en marché commune, pour voir les terrains d'entente qui pourraient se faire, les types d'entente qui pourraient se faire. Donc, on suit ça de proche. On suit aussi les friches. Qu'est-ce qu'on fait avec les friches dans la municipalité? Comment est-ce qu'on peut convaincre les gens de cultiver ou des aménager?
Et aussi, on est en soutien avec les agriculteurs, un projet de cantine à l'école là, qu'on examine. Donc, il y a une subvention provinciale là-dessus. Et puis, on regarde comment est-ce qu'on pourrait amener peut-être une cantine à l'école l'année prochaine. C'est ça. Et je voudrais juste aussi ajouter la vidéo. Je suis fatigante avec la vidéo, mais elle est vraiment belle. Mais tout ça pour dire qu'on a. C'est bon, je peux y aller? C'est fermé? Ok, c'est bon. Que la municipalité, le projet d'aménagement écosystémique du parc municipal, en fait, que je faisais le parc Jane Frély, a été soumis sa candidature pour un prix du ministère des Affaires municipales pour le développement durable. Et ce projet-là est tellement bien pensé que je pense que nos chances sont excellentes. On devrait, je pense, connaître au cours du mois de novembre si notre projet est tout au moins retenu. Je vous tiendrai au courant, mais je suis bien fière du travail qui a été fait dans le cadre de cette grande réalisation qui s'étale quand même sur 3 ans. Ça fait 3 ans que les gens travaillent là-dessus. Fait que Bob a donné beaucoup là-dedans. Fait que c'est... Merci. Ouais. Oui, mais mettons, on fait comme si on gagne. Marie-Claude, à toi pour la suite, soit culture, tourisme et patrimoine bâti. Alors, pour le comité consultatif culture et tourisme, il y a eu la conférence de Marcel Ferron la semaine dernière qui a été vraiment un succès au BT Betterave. C'était vraiment... Moi, je n'ai pas pu être là. J'avais un truc familial, mais apparemment, c'était très intéressant et les gens qui sont allés ont beaucoup aimé. Il est question d'un cours d'histoire qui commencerait sur les cantons de l'Est en janvier. Alors, ce serait des mardis soirs, je pense, mais je vais vous revenir avec plus de détails là-dessus. Pour le comité consultatif en patrimoine bâti, bien, si vous voyez des autos qui passent très lentement devant vos maisons, puis qui prennent des photos, puis qui ont l'air d'écrire quelque chose dans leur auto, là, c'est qu'on fait le relevé des bâtiments patrimoniaux de la région. Fait qu'on n'est pas là pour détruire quoi que ce soit ou aller voir s'il y a quelqu'un dans les maisons, puis aller voler après. Là. C'est juste pour faire un répertoire. Le ministère nous demande de faire un relevé de notre patrimoine bâti patrimonial. Alors, une maison qui date d'avant 1940, les granges, tous les bâtiments accessoires aussi, puis les bâtiments, les choses d'intérêt typiques à la région. Alors, c'est ça, parce que je me suis fait arrêter la semaine passée en faisant le relevé. Ah! Alors, voilà, ne vous formalisez pas de ça. L'autre chose que je veux juste spécifier, c'est pas vraiment en lien avec le comité patrimoine bâti, mais sachez que toutes les rénovations, restaurations qui sont faites à l'église Bishop sont documentées par un photographe, un vidéaste, et on va monter un document d'information là-dessus qui va être accessible sur le site de la municipalité. Et moi, j'ai vu quelques images, on voit toutes les étapes, le toit avec des drones qui vont filmer de très près, les vitraux qui sont faits. On est allé à l'atelier du maître verrier à Montréal pour filmer, prendre des documents là-dessus, les fenêtres. Alors, tout est documenté. C'est vraiment ça va être très, très, très intéressant. Alors, voilà. Merci, Marie-Claude. Alors, ça fait le tour pour l'histoire. Est-ce que des questions? Oui? Bon. Au niveau du festival. Oui, le festival. Alors, la municipalité verse 5 000 au trésorier. Il va être très content, mais combien de festivals reçoit-il des commerçants artisans? Ça, c'est au trésorier de vitalité. On devrait poser. Ça tombe plus dans la salle. C'est toujours. Oui, c'est toujours. On a toujours accès, effectivement. On l'avait. Oui. Mais en fait. Je dirais qu'à toute fin utile, quand tu regardes le budget de Festibois, on arrive à un budget un peu équilibré. Les commerçants payent 50%. Ben, tu as les commerçants, tu as des commanditaires. Tu n'as pas que les commerçants, tu as les commanditaires aussi qui interviennent. Il y a des commandites, les commandites institutionnelles.
Tu as les députés qui donnent, je n'ai pas les chiffres en tête, là, mais en tête. Le par exposant, c'est 200. Puis quand tu regardes les coûts, Par exposant, c'est 200. à peu près, oui. Ça veut dire qu'on ramasse 5 000 d'exposants. Au moins, tu peux pas. Ils sont à peu près une vingtaine, peut-être, je dirais pas 5 000. Moi, je pense pas qu'on va chercher 5 000. Non, mais tu n'es pas à 5 000 du tout, là, je pense pas. Merci. OK. Mais la conversation se poursuivra. Attends, tu y vas, c'est ça? Qui s'occupe des loisirs? Ah, mais quelle bonne question. C'est justement un sujet qui. Oui, OK. Ben, je vais laisser notre directeur général répondre à ça. Fais-toi plaisir. Disons qu'on a trouvé une ressource. Juste une petite mise en contexte avant, parce que là, il y a quand même des activités qui se font à l'école, au gymnase, puis c'est effectivement pas supervisé par personne. Alors, quand les gens y vont, puis ils ne suivent pas les procédures, ça déclenche les alarmes. Et quand la procédure après n'est pas respectée, les frais sont imputés à la municipalité à raison de 150 $ à chaque fois. Fait que là, on a reçu. On est intervenu. Parce qu'ils ont cumulé 3 amendes, je pense. Oui, c'est ça. Ils nous ont demandé de les rembourser dans la mesure possible, c'est ce que le conseil a accepté. C'était pas prévu. Donc, si tout va bien, parce qu'on n'a pas passé de réseau ni rien pour l'instant, mais on devrait s'organiser avec l'une de nos employés saisonnières, Maria, qui devrait reprendre l'ouverture des restaurants du soir. Et on ira peut-être avec 3 soirées. 3 soirées, donc. Parce que c'est quelque chose qui n'était pas vraiment budgété, mais au moins, la question de conformité d'ouverture, dans le déclenchement d'alarme, ça va être là. Et en plus, on va avoir quelqu'un de responsable tout le temps. Donc, ça, c'est ce qu'on va tester. Et qu'est-ce qui va se passer avec ceux qui, tu sais, comme là, il y a du basket, mettons, mercredi soir? Marie-Claire. OK. Et on va se concentrer, on se dit qu'on va se concentrer sur mardi, mercredi, jeudi. OK. Pas les 5. Elle va faire un horaire, parce que l'horaire va être comme. On va faire, disons, En fait, c'est aujourd'hui même qu'on a discuté de ça, donc on va cette penser semaine, à la communication. l'organiser avec l'école, avec Michel, c'est que Maria y aille pour voir comment ça fonctionne pour l'école, etc., qu'il y a des procédures, et entre 6h30 et 9h30. Ça pourrait avoir même. Oui. À la demande de Galagono, moi, je les ai remplacés 2 fois. Puis j'ai déclenché 2 alarmes. OK. Non, mais c'est pas évident. Et on se demandait à qui les envoyer. C'est bon. On a trouvé. Mais c'est pas. Après avoir fait le nécessaire, parler au directeur d'école. OK, tout est beau. 2 heures plus tard, se pointe la compagnie d'alarme. Donc, c'est un racket, cette affaire. Absolument. C'est une business. Le gars, il était content. Il dit, il n'y a pas de problème, mais ça donne mon affaire, c'est le plan de ma vie avec ça. C'est une joke. Non. Si toi, tu avais parlé au directeur, à Michel, il n'y a pas de frais qui peuvent nous être imputés, ni à Garagona. Cette fois-ci, la semaine dernière, le 150 $, Michel n'a pas été appelé. Non, c'est ça, mais moi, Michel a contesté plusieurs alarmes l'année dernière. Oui. Okay? Il y en avait certains où, en effet, il n'y avait pas. Mais je pense qu'on le sait. Mais on ne peut rien faire. Il ne laisse pas. On va demander si on peut ajouter le PG ou de la voirie dans C'est ça. Juste parce que c'est les commissions scolaires. Ils veulent avoir personne de la municipalité, donc oui, ça pose un problème. On a quand même eu la chance de pouvoir ajouter le nom de Stéphanie sur notre liste de personnes appelées. Fait que ça multiplie les chances de contacter quelqu'un. Cette semaine, on veut s'organiser. Avant ça. La semaine prochaine, on veut le mettre en place. On va communiquer par la page Facebook de la municipalité, sur le site Internet, les prochaines activités, les horaires, le fonctionnement. Le dimanche. Pour tout de suite, le dimanche. Ça va être. Oui, on va laisser ça. On va laisser aller. Y a-t-il des déclenchements d'alarme? Pas à ma connaissance. C'est quand même.
Si on a quelqu'un, tu sais, qui connaît, là. John, il a dû apprendre, là. ou bien tout le monde sauf John. Ça parlera. Deuxième question ici, à ma gauche. Vous avez parlé il y avait deux conférences, Charles Rousseau et Michel Ouellet, sur l'impact, entre autres, du chevreuil et des ravages que ça cause. M. Ouellet parlait des coûts exorbitants de restauration. On sait qu'un chevreuil, après 5 ans de boutage, l'écosystème est détruit. Donc, on ne peut plus restaurer, ça coûte une fortune. Donc, je demande à l'individualité, est-ce qu'elle a un plan actuellement comme il s'est fait aux îles de Schlerville et au Parc Saint-Bruno, la CEPAC, elle, pour son territoire, elle a jugé qu'il y avait surpopulation. Là, on organise un programme de réduction du cheptel. OK. Parce que nous, je pense que c'est plus à l'échelle de la MRC. Je le pense aussi, là, c'est certainement pas fait. La municipalité est en contact avec la MRC pour avoir une espèce de programme de réduction du cheptel. Parce que quand il y a eu une conférence de celle qui était responsable des permis de chasse, elle est déconnectée. Elle parlait de doubler, parce qu'un chasseur, lui, ce qu'il cherche, c'est un trophée de chasse. Donc, on n'est plus. On n'a pas du tout dans la même ça doit être des chasseurs nécessité. Qui viennent réduire le cheptel. Les autres sont pas là pour le trophée. Parce qu'un box, c'est pour ça qu'il fait diminuer la population, c'est des familles réduites. Donc là, on est à l'étape d'avoir développé une stratégie de réduction avant que le problème devienne déjà hors contrôle. Parce que la municipalité, en coopération avec la MRC, a un plan actuellement en élaboration. OK. Si la question est, est-ce que la municipalité a un plan actuellement en élaboration avec la MRC? La réponse est non, pas du tout. Il n'y a aucune démarche qui s'est faite du côté de la municipalité. J'ai eu aucune demande de représentation à cet effet-là non plus. Puis, je n'ai pas pensé à faire quoi que ce soit dans ce sens-là. Et ni de la part de mes collègues maires, je n'ai jamais rien entendu allant en ce sens-là. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être fait. J'essaie de penser à qui. Non, la municipalité, oui, mais je veux dire, vers qui à la MRC, mettons, pourrait être porteur de ce dossier-là auprès de la CEPAC? Oui. Ça fonctionne par acceptation. Il faut que les gens acceptent qu'il y a des chasseurs. On ne pourra pas. Oui, mais ce n'est pas juste d'accepter qu'il y ait des chasseurs. Il y a quand même des quotas qui sont imposés. Ça c'est la première étape. On peut avoir des chasseurs professionnels sur notre terre. OK. Donc, après ça, s'il y a une acceptabilité à ce niveau-là, là, on peut passer à la deuxième étape, développer une stratégie. D'augmentation de. Si personne n'est intéressé, bon, ben, ça va être on va être contraint à avoir un programme éventuel pour restaurer, mais ça va être. Non. Ben, je vais poser la question au prochain Conseil des maires pour voir l'intérêt déjà envers la chose, puis l'acceptabilité de mes collègues. Et au Parc Saint-Bruno, la CEPAC, elle a organisé son propre programme. Oui. Et nous, on est encore pire qu'eux autres. Oui. Exact. Oui, mais c'est ça. Nous, c'est privé. Non. Lui, ce qu'il voit, c'est ça. La forêt se dégrade. Oui. OK. C'est des décisions du gouvernement. Il n'est pas compensé pour ça. Non. Le gouvernement qui a les permis. C'est eux qui doivent gérer la menace, en l'occurrence de cheval. Oui. Vas-y, Gilles. Les chasseurs, maintenant, pour la zone 5 ouest qui nous concerne et la réduction, on a le droit d'avoir maintenant 2 chevaux. Mais ça te coûte pas. C'est comme si c'était des chasseurs de profit. Ils se prennent des immenses téléphones pour couper le camp bas. C'est presque une spécimen, c'est le fameux objectif. Alors, au moins, dans toutes les zones de chasse qui nous entourent, pour les joueurs, pendant 5 ouest, on a le droit d'avoir 2 chevaux par chasseur. Automatiquement. Peu importe que ce soit des familles adhérentes. OK. C'est l'embauche, on n'a même plus besoin parce que. OK, il n'y a plus ça. On a déjà. Il n'y a plus de tirage au sort.
OK, je comprends. Systématiquement. OK. C'est sûr que tu as des périodes de chasse. Ben oui. Ils vont dire, et présentement, c'est là, c'est ouvert. 300 mois, petit, grand. Mais le gros problème, c'est que la chasse est toujours retardée. Autant de la caravane en avant que de l'avant. Beaucoup de gens vont payer pour avoir un territoire. Ils vivent juste. OK. Donc, dans le fond. Dans mon cas, mon type de chasseur, puisque capable. Dans le fond, Gilles, ce que tu dis, c'est qu'on devrait plus faire de la sensibilisation auprès des propriétaires. Oui, les propriétaires, c'est pas de ça. Mais ils devraient s'en soucier dans le sens où c'est leur forêt qui est dévastée par la surpopulation. Donc là, ce que tu es en train de me dire, c'est que vous pourriez être, mettons, 10 chasseurs sur le même territoire, puis avoir le droit chacun à 2 chevreuils. Ah, ça a vraiment beaucoup changé. À la carabine, on retombe que c'est juste les normes avec les longueurs de 7 cm et plus. Donc, c'est les bords qu'il faut remettre. OK, OK. À moins que tu aies le pied dans OK, moi, je ne parle pas de chasseur à l'arc, là. Je parle à la carabine, c'est comme c'était avant. Oui. Donc. Carabine, ça fait ça coupe la bataille. Non, c'est deux bords. Ça dépend des. Si tu as gagné le concours. OK, donc il y a encore un concours. OK. Mais OK. moi, Mme est-ce que Oui. la sorte de choisir pour des stratégies? Mais non, mais c'est que plus c'est simple, mieux c'est. C'est pas assez pour réduire le champ. Parce que là, eux se reproduisent à 2 fois par année. Là, ils nous ont dépassé en termes de chasseurs. Il faut adapter une autre stratégie. C'est ce que la CEPAC a fait. Moi, ce que je demande, c'est qu'on regarde la possibilité d'adopter la même. Oui, je comprends, appliquer leur stratégie sur notre territoire. Exact. OK. Ben, on parlera, on fera des contacts avec Longueuil, voir comment, avec les contacts là-bas qu'il y avait. On voit OK. Oui. C'est des territoires qui ont davantage. Dans la lutte ouest, ben, tu vas devoir en tuer un, mais tu devras en tuer ton deuxième ailleurs dans une autre zone. Donc, s'ils nous permettent. Dans la même zone. OK. C'est bon. On va faire un suivi là-dessus. C'est bon. La soirée des mères, c'est le 24, là. C'est toujours le troisième mardi du mois. Ouais. Oui, effectivement. Effectivement, c'est excellent point. Simon-Pierre, c'est à vous, monsieur, que je parle. OK. Je suis désolée. On est en petit conseil. Ouais. Alors, Bob avait une excellente suggestion. Au Conseil des maires, il y a une période de questions qui est ouverte pour les citoyens. Je pense que ce serait vraiment une bonne chose que M. Cadieux, vous vous présentiez au Conseil des maires pour formuler votre requête, que je vais appuyer, bien sûr. Troisième mardi du mois à Cowansville. Exact. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Hey, c'était le fun ce soir. Alors, on va lever cette assemblée qui propose Catherine et Stéphanie et Josiane et à l'unanimité. Je suis déconnectée parce que mon partage de. Ça a lâché. Ben oui, je me suis dit, il va me retrouver comme avec